Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On a voulu une séquence un peu particulière sur Tech Fest. Quand on a imaginé notamment le festival, on s'est dit en quoi la tech demain va nous permettre de vivre dans un monde meilleur. On a voulu vous montrer en quoi la tech aujourd'hui permet peut-être de changer les choses concrètement. Il devait être avec nous physiquement, malheureusement, la situation en Ukraine ne lui a pas permis de quitter le pays. Il est resté auprès de ses équipes. Et donc, du coup, on est ravis de l'avoir. Jean-Christophe Bonis, fondateur de Team4UA. Jean-Christophe, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Christophe, bienvenue sur Tech Fest. Merci de cette invitation et Benjamin, mes chers collègues, vraiment désolé de ne pas avoir pu vous rejoindre. La situation aujourd'hui est assez compliquée et malheureusement, ces dernières heures, deux compatriotes français ont été tués à Barislav et ça montre la nécessité d'être sur le terrain et d'être présent. Ouais, enfin, déjà, ne t'excuse pas, évidemment, Jean-Christophe. On a la chance de t'avoir avec nous. On voulait montrer en quoi la tech, notamment, est en train de se fédérer autour de toi. C'était ton objectif. Peut-être, raconte-nous un petit peu ton parcours et comment tu es en train d'œuvrer auprès de la tech en Ukraine. Alors, je suis le fondateur de Team4UA et de HIT. Je ne sais pas si Benjamin, je peux partager mon écran. Est-ce qu'il y a possibilité de partager quelque chose? Écoute, Oui. essaye, on va te dire. Si l'animateur peut me donner ça, que je vous montre un petit peu les choses. Non. C'est peut-être compliqué, je ne sais pas. Ouais, vas-y, raconte-nous, Jean-Christophe. Donc j'ai fondé Team4UA, qui est une ONG basiquement ukrainienne au début de l'invasion en 2022. Et Team4UA est une ONG qui lie la tech et la réponse humanitaire d'urgence. Alors, bien entendu, on fait de l'humanitaire de manière classique, c'est-à-dire qu'on est operating partner pour les Nations Unies. On délivre tout ce qui est food, donc nourriture, tout ce qui est lié à l'hygiène, tout ce qui est lié à l'eau, sur l'ensemble de la ligne de front. Pour vous donner une idée de la taille des opérations, on a aidé entre 1,5 million et 2 millions de personnes en 2023. Et en 2022, c'était à peu près la même chose sur les 6 mois, plus le démarrage de l'invasion. L'idée de Team4UA, c'est d'avoir une réflexion comment la tech peut anticiper la reconstruction du pays. Donc, au-delà des activités humanitaires classiques, on essaye de participer à la reconstruction du pays en utilisant la technologie, notamment l'impression 3D. On a par exemple imprimé une école en béton de 506 mètres carrés en 40 heures à Lviv en mai dernier. Et l'idée d'utiliser la technologie d'impression 3D pour des bâtiments est une idée qui permet aujourd'hui sur l'ensemble de l'Ukraine de répondre à l'urgence. Parce que l'impression d'une école, c'est bien, mais aujourd'hui, les besoins sur le terrain, c'est par exemple des bunkers non militaires, c'est ce qu'on appelle des bomb shelters pour les enfants. On ne peut pas ouvrir une école si on n'a pas un élément qui leur permet de se sécuriser. Les bunkers sécuritaires sont extrêmement coûteux, sont extrêmement longs, et la technologie d'impression 3D nous permet aujourd'hui sur le terrain d'imprimer des bunkers. On est en train de lancer avec mes équipes depuis maintenant quelques mois l'impression d'un pont. Je vais vous donner par exemple un exemple. Il y a 300 ponts majeurs qui ont été détruits sur l'ensemble de la ligne de front. Un pont, c'est principalement des colonnes et surtout des poutres. Les poutres de 30 mètres, 40 mètres, qui sont les poutres utilisées pour des ponts, sont extrêmement compliquées à produire. C'est soit de l'acier, soit c'est ce qu'on appelle du béton compressé qui met des semaines et des semaines à être capable d'être sorti d'usine. On est aujourd'hui en capacité en Ukraine à produire entre 10 et 15 colonnes, enfin supports de pont par mois. Et aujourd'hui, on a un besoin qui est un besoin autour de 25 supports de pont par mois.
L'impression 3D permet de automatiquement, sans qu'il y ait un coffrage, d'imprimer des supports de ce style-là avec des technologies assez avancées. Et ça peut être fait en 48 heures. Donc l'enjeu aujourd'hui majeur pour moi, pour mes équipes, c'est d'être capable de lier la technologie avec la réponse humanitaire d'urgence. Donc sur la reconstruction, typiquement, l'idée c'est l'impression 3D pour des infrastructures, pour des bunkers, pour des écoles, des hôpitaux et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, sur le terrain, on le voit bien, par exemple. Les 2 Français qui ont été tués hier à Barislav ont été tués par des drones qui ont lâché basiquement une bombe ou un équivalent sur eux. On les entend pas. La technologie aujourd'hui, notamment des technologies françaises, permettent de faire des guerres autour de ça et donc de répondre à cette problématique-là. Sur le déminage, c'est la même chose. L'enjeu majeur qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire l'Ukraine est dans une situation extrêmement problématique parce que ça s'enlise et ça devient de pire en pire sur le terrain. La technologie nous permet aujourd'hui d'accélérer et de répondre aux besoins des populations en tant qu'humanitaires. Et on essaye d'opérer ce genre de choses de manière à être capable aujourd'hui de répondre aussi bien aux besoins de distribution par des technologies liées par exemple, à tout ce qui touche à la sécurité des données, que par des technologies mixant du drone, de l'intelligence artificielle, qui est l'une de mes spécialités, et des capteurs pour être capable automatiquement de faire une analyse du terrain pour savoir où sont les mines et anticiper le travail des démineurs et donc accélérer l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mines absolument partout, mais on ne sait pas où elles sont. Si on est déjà capable de les délimiter, ça nous permet d'avancer par rapport à ça. Voilà, l'idée est autour de ça, Benjamin. Je sais que tu as peu de temps et que tu es en retard. Je voulais participer avec toi sur ces éléments-là. Aujourd'hui, on est en train de développer ça et d'accélérer, notamment les Français, les Danois font énormément de choses sur le terrain et on donne des perspectives. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que les gens le prennent. On donne des perspectives aux populations locales qui aujourd'hui sont dans des situations absolument catastrophiques. Ouais, bien sûr. De toute façon, moi, ce que tu fais est quand même assez formidable, je vais quand même te le dire, et c'est pour ça qu'on tenait à t'avoir avec nous sur Tech Fest aujourd'hui. Tu es où physiquement aujourd'hui en Ukraine et comment ça se passe d'un point de vue sur l'ensemble du pays pour fédérer la tech justement, ces fronts et reconstruire d'un point de vue 3D tous ces bâtiments? Alors, je rentre juste de déplacement où j'étais à Kherson, donc les endroits où les Français ont été tués, j'y étais il y a quelques jours. Je suis aujourd'hui à Lviv pour des meetings politiques et je repars dans la nuit de demain sur le front de l'Est. Donc, je repars du côté de Pokrovsk, de Bakhmut, etc. pour une petite semaine avant de rentrer sur Kiev. La situation sur le terrain aujourd'hui, sur le plan technologique, est assez impressionnante. Parce que c'est un pays tech, hein, c'est un pays tech l'Ukraine quand même. Hein. Oui, tout à fait. Les Ukrainiens ont cette capacité aujourd'hui à créer une dynamique interne dans la société civile qui leur permet, en fait, avec des milliers de spécialistes, de développeurs, d'ingénieurs qui sont répartis dans le pays aussi bien à l'international, de répondre à des besoins majeurs. Typiquement, sur tout ce qui est hacking, il y a ce qu'on appelle une armée de hackers, qui est une armée de plus de 200 000 hackers, qui attaquent de manière coordonnée, mais sans qu'il y ait de boss, des cibles. Typiquement, on a attaqué dernièrement le ministère russe de la Défense sur les communications. Et c'est comme un élément, en fait, c'est comme une structure qui n'est pas coordonnée, mais qui automatiquement, par la masse, répond à ça. Sur le plan technique, en Ukraine, vous avez ce qu'on appelle des clusters. Donc, vous avez des pools qui sont capables de faire sortir des technologies ou de faire sortir des modèles
qui répondent à des problématiques terrain bien spécifiques. Typiquement, il y a un cluster qui s'appelle Brave One, qui sur tout ce qui est de la technologie de la guerre, qui est assez impressionnant, mêlant l'intelligence artificielle avec une multitude de capacités dans le drone, etc. Vous avez des clusters aujourd'hui, typiquement sur la reconstruction, dont je fais partie, sur tout ce qui touche à l'impression 3D. Vous avez des clusters sur la data. Moi, je suis impressionné par ce pays parce que on a eu cette discussion, Benjamin, toi et moi, je me souviens, il y a quelques mois, mais les numéros 1 en Europe concernant la capacité à digitaliser un État, c'est les 3 du Nord et notamment l'Estonie. Et l'Estonie aujourd'hui est en train d'implémenter sur mobile ce qu'on appelle DIA. DIA, c'est la technologie ukrainienne pour être capable de tout faire de manière digitale. Moi, j'ai le souvenir en France qu'on n'a pas capable d'acheter un billet de train parce que la SNCF n'a pas été capable de sortir un site qui était stable il y a quelques mois. Ici, on est capable de quasiment tout faire d'un point de vue digital, alors que le pays est à moitié détruit. Tu vois, c'est assez surprenant. Jean-Christophe, merci beaucoup de ton intervention. On est ravis de t'avoir eu. Pour tous ceux qui peuvent se retrouver, on va essayer d'envoyer évidemment ton site aux participants s'ils veulent venir t'aider notamment et participer à ton aide. En tout cas, merci d'avoir participé, Jean-Christophe. Merci, Benjamin. À bientôt.